Attaque contre la liberté de la presse, ultraconservatisme, coup porté à l'indépendance de la justice, homophobie, flirt avec la xénophobie, fin de l'état de droit, violation des valeurs européennes. Depuis le retour au pouvoir des conservateurs en 2015, la Pologne est dans le viseur des institutions européennes. À la manière de la Hongrie de Viktor Orban, cet État membre post-communiste ayant rejoint l'Union européenne en 2004 est devenu la bête noire de Bruxelles, des médias occidentaux et des ONG prétendant défendre les libertés et la démocratie. Le conflit entre Bruxelles et Varsovie s'envenime, les terrains d'entente entre le gouvernement polonais et la Commission européenne s'amenuisent, les discours se radicalisent et le mot Polexit n'est désormais plus tabou. Cet affrontement entre les tenants de l'agenda bruxellois et les défenseur de la ligne conservatrice des dirigeants polonais s'est récemment accentué. La Commission européenne et le Parlement européen semblent vouloir en découdre avec les cas hongrois et polonais. Symbole de la lutte anticommuniste avant 1989 et accueillie à bras ouverts en 2004 au sein de la famille européenne, la Pologne est désormais dans le collimateur des élites occidentales. Mauvais élève pour les uns, bel exemple de résistance au diktat bruxellois pour les autres, elle fait l'objet de toutes les passions et de toutes les polémiques. Que s'est-il passé ? Pourquoi la Pologne et les institutions européennes ne parviennent-elles plus à se comprendre et à s'accepter ? La Pologne serait-elle allée trop loin ? Ou est-ce la construction européenne qui serait en train de changer de nature ? En quoi la Pologne occupe-t-elle aujourd'hui une place si particulière dans le jeu européen ? La Pologne, la République polonaise est évidemment un État très ancien, l'une aussi des premières démocraties, si on veut, aussi en Europe, à la fin du XVIIIe siècle avec la Constitution polonaise, mais un État qui a souffert énormément des différents partages de son territoire jusqu'à la disparition totale de la Pologne lors du XIXe siècle, les conflits évidemment du XXe siècle que tout le monde connaît, qui ont laissé une Pologne profondément meurtrie par l'attaque national-socialisme, ensuite aussi par la répression soviétique, et donc une Pologne qui vient de retrouver enfin, pour la première fois finalement depuis le XVIIIe siècle, sa totale autonomie après la chute du mur, après la chute du communisme. Dans les médias occidentaux, on lit souvent que la Pologne est une démocratie récente, ce qui est absolument pas vrai. Nous sommes une démocratie ancienne. L'histoire de la Pologne n'a pas 100 ans. Nous sommes réapparus sur la carte européenne en 1918, mais ça ne veut pas pour autant dire que nous sommes un pays qui n'a que 103 ans. On est un pays ancien qui a plus de 1000 ans, et on a un pays qui a des racines qui sont très intéressantes, surtout dans un contexte politique où nous avions une démocratie limitée, une démocratie des nobles, qui choisissait un roi. Et ça, c'est la tradition polonaise, une tradition aussi qui est ancrée dans la liberté, et donc ce qu'on appelait à l'époque la liberté dorée de la Schlacht, de l'équivalent de la noblesse et la petite noblesse polonaise. La spécificité de la culture politique polonaise, c'est son côté, alors d'une part très individualiste et anarchique. La Pologne était à une certaine époque de son histoire le seul pays qui avait un système anarchique officiel, pratiquement, on peut dire, puisque on avait donc une aristocratie avec des parlements régionaux, mais qui étaient réservés à la noblesse, mais une noblesse qui représentait 10% de la population, voire plus, pas 1 ou 2% comme à l'ouest, et avec un seul noble qui a la diète nationale à Varsovie, qui était constitué des représentants de ces diétines régionales, pouvait tout bloquer. Il y avait le droit de se révolter, de former des confédérations et de se révolter contre le roi. C'était un droit reconnu, ça se faisait officiellement sous une forme formalisée. Et donc c'est un peu resté dans la culture politique polonaise. C'est un système parlementaire en fait qui puise ses racines dans des temps assez anciens et où on a aussi cette tendance qui a valu à la Pologne de perdre son indépendance d'ailleurs à la fin du XVIIIe siècle à aller chercher à l'étranger la solution de problèmes internes. Ça, c'était une tradition très ancienne en Pologne. On la voit reproduire aujourd'hui avec l'opposition polonaise qui va demander à Bruxelles qu'on applique des sanctions à la Pologne parce que, bon, elle parle bien entendu pour justifier cette manière de faire d'atteinte à la démocratie et à l'état de droit. Mais en réalité, c'est faute de pouvoir convaincre les Polonais, on va chercher à l'étranger
des appuis puissants qui vont nous permettre de revenir au pouvoir. Et ça, c'est une ancienne tradition polonaise. L'opposition polonaise, les médias occidentaux et les institutions européennes ne cachent plus leur souhait de voir la Pologne sanctionnée. Certains voudraient lui couper les vivres, d'autres la soumettre politiquement. Ces voix de plus en plus critiques invoquent tour à tour le non-respect de l'état de droit et des valeurs européennes. Des notions aux contours inexacts et sujettes à interprétation. C'est une question juridique extrêmement complexe. On peut la réduire au fond au problème que les réformes qu'a connues la Pologne, surtout la réforme juridique ou judiciaire, en tant que telle, n'aurait dérangé personne si elle s'était passée dans un autre contexte politique. Car il faut savoir que, notamment les différentes réformes, telles que la cour disciplinaire, telles que aussi les modifications dans l'élection ou la désignation des juges au tribunal constitutionnel, au fond, n'ont fait que créer une situation qui est déjà tout à fait courante. Par exemple, en Allemagne, au fond, le résultat de ces réformes ne se distingue pas grand-chose, en tout cas, de ce que nous connaissons dans toute une série d'autres pays européens. Le problème pour l'Union européenne, essentiellement, c'est que cette réforme, elle, avantage le mouvement conservateur parce qu'elle permet une certaine démocratisation, parlementarisation, si on veut, du système judiciaire. Et donc, permet à la majorité actuelle conservatrice de prendre certaines décisions au niveau juridique qui, avant, était impossible vu la composition presque exclusivement libérale, gauchiste des différents tribunaux. Donc, de fait, c'est une démocratisation qui, au niveau de son résultat, donne plus d'influence au conservatisme. Et c'est ça, évidemment, qui est un problème pour l'Union européenne. Si ça s'était passé dans l'autre sens, c'est-à-dire que la situation de base avait été conservatrice et qu'un gouvernement de gauche libéral avait mis en place une réforme judiciaire qui donnait justement plus de pouvoir au Parlement pour transférer ou pour changer un peu la composition du système judiciaire vers la gauche, alors là, évidemment, l'Union européenne aurait probablement applaudi pour exactement les mêmes mesures. Donc ça, c'est évidemment un problème. Mais au-delà de ça, nous voyons évidemment que les valeurs mises en avant par la Pologne actuelle, que ce soit dans le domaine judiciaire, mais aussi que ce soit d'un point de vue de la protection protection de la vie, protection de la famille, loi contre l'avortement, empêchement de l'euthanasie, loi aussi restreignant l'idéologie LGBTQ dans le public. Tout ça va évidemment à contresens, non pas des droits humains, mais d'une analyse ou interprétation très particulièrement de gauche libérale de ces droits humains. Et c'est évidemment ça qui est mis en avant. Nous voyons actuellement que les valeurs humaines, telles qu'on les trouve notamment dans le traité de Lisbonne, et qui sont des idées certes très honorables, mais relativement neutres et vides d'un sens propre, et qui nécessitent une interprétation, sont actuellement interprétées d'une manière radicalement de gauche. Or, la Pologne ne joue pas ce jeu-là, et alors ça permet évidemment aux différentes instances européennes de mettre en avant des prétendues attaques aux valeurs européennes, derrière lesquelles se cache pas du tout une opposition entre valeurs européennes et valeurs totalitaire, extrémiste ou autre chose, mais plutôt tout simplement une interprétation plutôt de gauche ou plutôt conservatrice de ce même ensemble de valeurs. C'est juste une évolution récente de la conception de l'état de droit à l'Ouest qui fait qu'aujourd'hui, on peut comprendre les choses différemment. Aujourd'hui, l'état de droit tel qu'il est compris à Bruxelles et dans certaines capitales européennes, c'est le gouvernement des juges en fait. C'est le fait que un juge décide et on applique forcément sa décision sans se demander si le juge décide dans le cadre de ses compétences ou non. Or, en Pologne, c'était un peu la même tendance, mais en 2015, quand le PiS a remporté les élections, il avait clairement dit dans son programme électoral qu'il voulait rétablir un certain contrôle démocratique sur la justice
Et il faut dire qu'il y a le contexte aussi du pays post-communiste. La justice en Pologne n'avait jamais été réformée. Elle était censée s'épurer elle-même après le communisme, ce qu'elle n'a pas fait. Donc il y a à la fois les vieux juges qui ont prononcé des jugements parfois politiques à l'époque communiste, et puis il y a les juges plus jeunes qui reproduisent les mêmes schémas que les anciens juges. Il y a un corporatisme très fort qui s'est installé, consolidé après la chute du communisme dans le système judiciaire polonais. Et c'est dans ce contexte, dans le contexte de certains scandales d'ailleurs, et y compris de scandales où on voyait qu'en réalité cette justice qui en théorie était indépendante, était plutôt inféodée au pouvoir politique. Il y a eu une affaire avec Donald Tusk, enfin pas directement, mais une affaire qui impliquait une histoire d'institution parabancaire qui avait frauduleusement extorqué de l'argent à beaucoup d'épargnants polonais par un système de pyramide en réalité. On avait vu à ce moment-là, il y avait le fils de Donald Tusk qui travaillait pour le fondateur et propriétaire de cette institution. Alors il travaillait pour une autre de ces sociétés. Et donc c'était une histoire un peu gênante pour Donald Tusk. Et il y avait une provocation journalistique où quelqu'un s'était fait passer pour le chef de la chancellerie donc du Premier ministre Donald Tusk et qui avait téléphoné au président du tribunal de Gdańsk qui était en charge de cette affaire. Et il avait obtenu des assurances de ce président du tribunal qu'il y aurait un juge qui serait choisi, un juge adéquat pour cette affaire et que le Premier ministre n'avait absolument rien à craindre. Donc ça, c'était un des scandales qui avait fait que dans ce programme en 2015, le PiS avait promis de rétablir un certain contrôle démocratique et de mettre fin à ce corporatisme de l'institution judiciaire de manière à pouvoir sanctionner les juges corrompus, les juges corrompus ou les juges incompétents aussi. Il y a eu aussi plusieurs affaires de sentences absolument scandaleuses qui clairement allaient à l'encontre du droit et du bon sens, mais les juges étaient en général jamais punis. Donc cette conception de l'état de droit ici n'est pas vraiment différente, mais seulement elle a abandonné un peu cette dérive, en tout cas momentanément, peut-être pour longtemps, mais cette dérive qui est de vouloir dire que les juges sont tout puissants, en fait, qu'ils peuvent tout décider et qu'ils peuvent même enfreindre la loi. Et je pense que c'est la principale différence aujourd'hui, mais elle est remarquée aussi par beaucoup de commentateurs à l'Ouest, que cette conception d'état de droit qui est de dire qu'on ne peut pas remettre en question une décision de justice, même si de toute évidence elle va à l'encontre de la loi votée par le Parlement élu démocratiquement, c'est une notion qui est un peu nouvelle. Les critiques envers la région et la transformation politique qui prend place aujourd'hui, et la critique dans les médias européens occidentaux, est enracinée dans un paradigme libéral. Et c'est ça qui est au cœur de la question qu'on a aujourd'hui. Et tous les Occidentaux, presque tous les Occidentaux, et même les conservateurs, ou les gens qui se disent conservateurs en Occident, opèrent dans les frontières du paradigme libéral, qui est enraciné dans la Révolution française, dans la pensée de la Révolution française, et qui adopte certains dogmes qui ont évolué à un radicalisme de gauche. Donc aujourd'hui, les conservateurs qui font face à des questions telles que est-ce qu'il y a un problème avec l'état de droit en Pologne? Est-ce que les personnes LGBTQIA+, sont persécutées en Pologne? Est-ce que les Polonais sont racistes envers les migrants qui essayent de franchir la frontière polonaise et la frontière de l'Union européenne? Ces questions-là sont déjà... elles sont injustes parce qu'elles se trouvent... C'est un jugement qui est forgé dans un paradigme libéral qui dit que, étant un conservateur qui croit que l'Occident est construit sur 3 collines, c'est-à-dire le Capitole, l'Acropole et Calvaire, donc la pensée grecque, le droit romain et la foi chrétienne, que nous sommes des radicaux. Nous ne sommes pas des radicaux, nous représentons ce qui est normal. Aujourd'hui, pour moi, les questions qui sont posées aux Polonais, aux hommes politiques polonais et aux hommes politiques de la région, c'est des questions qui viennent d'un radicalisme occidental, que je rejette entièrement. Est-ce qu'il y a un problème avec l'état de droit en Pologne? Oui, d'un point de vue de la démocratie libérale,
Certainement. Est-ce qu'il y a un problème avec la persécution de personnes LGBTQIA+ en Pologne? Le mot persécution est extrêmement fort, mais est-ce que les gens LGBTQIA+ en Pologne ont les mêmes droits et privilèges que les gens en Occident? Non, certainement pas. Est-ce qu'il y a un problème avec le racisme envers les migrants? Encore une fois, la question, je pense, est complètement injuste. Oui, nous ne voulons pas de migrants illégaux en Pologne. Ça ne veut pas pour autant dire que nous sommes radicaux et que ce qui se passe dans cette région doit être à tout prix arrêté, que ce soit avec des sanctions de l'Union européenne, que ce soit avec des amendes de l'Union européenne ou de la Commission européenne, et que nous devons être lynchés par les médias occidentaux. Et on s'imagine en Occident souvent que c'est une démocratie immature et donc on ne peut pas tolérer chez un gouvernement polonais ce qui paraît normal et inoffensif dans d'autres pays. Je pense notamment, puisqu'on parle souvent des réformes de la justice, au fait que le pouvoir législatif et exécutif ait une quelconque influence sur les nominations de juges, c'est considéré comme dangereux et un début de dictature en Pologne par les Occidentaux, alors que c'est considéré comme tout à fait normal et on n'y fait même pas attention quand c'est en Allemagne ou quand c'est en France, notamment en ce qui concerne par exemple le Conseil constitutionnel qui est nettement plus politique et politisé et dépendant finalement, puisqu'on y nomme des ministres, des gens de son camp, mais qui sont des politiciens, même pas des juristes, par rapport au tribunal constitutionnel polonais, où effectivement, si un gouvernement reste en place pendant un certain temps, vu que les juges sont élus à la majorité simple, à la diète, si un camp politique a la majorité pendant un certain nombre d'années, ils sont élus pour 9 ans, forcément ils ont une majorité aussi au tribunal constitutionnel qui est assez politisé. Il l'est aujourd'hui sous le PiS comme il l'était à l'époque des gouvernements de Donald Tusk qui restait aussi assez longtemps. 2 poids 2 mesures sur la question de l'état de droit, politisation des valeurs européennes, interprétation problématique des traités européens, idéologisation des institutions européennes, chantage financier, tout semble jouer contre la Pologne. Varsovie est embarquée dans une profonde querelle politique avec l'Union européenne, alors que la société polonaise est loin d'être unanime sur la question. La Pologne n'est pas un pays politiquement homogène, les différences de vues y sont marquées et assumées, le politiquement correct n'ayant résolument pas la même prise sur la société qu'en Europe de l'Ouest. En Pologne, on n'a pas d'uniformité de pensée, donc on n'a pas un seul parti politique, même si le PiS a dominé les dernières élections. Ils ont gagné 8 élections d'affilée. C'est le seul parti à avoir pris le pouvoir en Pologne depuis la transition politique sans coalition avec d'autres partis. Et il l'a fait 2 fois d'affilée, ce qui donne une certaine idée de la popularité du parti. Mais ça ne veut pas pour autant dire que tout le monde partage la pensée politique de PiS ou de Jarosław Kaczyński, qui est le grand penseur politique du PiS. Donc on a aussi en Pologne des partis politiques qui ont une autre vision de la démocratie, qui ont une autre vision de comment le pays doit être dirigé, comment il doit fonctionner, et dans quelle lignée de tradition politique il doit s'inscrire. Et donc en Pologne, on a un conflit assez rude, et de plus en plus rude, parce que certains procès dans la transformation sont en train de changer le pays drastiquement. Entre autres, on a une athéisation, une laïcisation du pays, avec les jeunes qui abandonnent la tradition de l'Église catholique en grand nombre. Donc on a une érosion des valeurs catholiques en Pologne. Parce que le pays est quand même fort déchiré entre, justement, comme tous les autres pays européens d'ailleurs, entre une approche plutôt conservatrice, une approche plutôt de gauche libérale. Et donc là, comme dans beaucoup d'autres pays, cette division, elle traverse les familles, elle traverse les différents espaces de travail, etc. Donc c'est un pays qui est certes divisé, mais il me semble quand même, au moins de mon point de vue de Belge installé ici, que même parmi la gauche, même parmi pas mal d'électeurs aussi de l'opposition, on trouve quand même un certain patriotisme, un certain traditionnalisme qu'on ne remarquerait pas autant ou qu'on ne trouverait pas autant en Occident. Ça me frappe à chaque fois que, quand il s'agit vraiment de questions importantes, comme la défense de la frontière, comme une approche, disons, plutôt positive de la tradition chrétienne, comme un certain
patriotisme face au passé historique très difficile de la Pologne, même la gauche a tendance à être quand même nettement plus traditionnelle ou traditionnaliste en Pologne que dans le reste de l'Europe. Mais tout ça est en train de changer, malheureusement, pourrait-on dire. On voit de plus en plus, surtout évidemment chez les jeunes, mais pas seulement, une certaine radicalisation due aux réseaux sociaux, due à la propagande occidentale, due à la pression de l'Union européenne ou évidemment des États-Unis qui mène à une distanciation de plus en plus claire finalement aussi de ce patriotisme, mais qui est ou qui reste quand même toujours plus notable ici que dans l'Europe occidentale, me semble-t-il en tout cas. Et ça, on a très bien pu le voir néanmoins, ce début de crise dans le strike kobiet qu'on a connu en Pologne il y a quelques mois, quand les lois sur l'avortement avaient été durcies et qu'il y a eu beaucoup d'exactions, même contre des églises, contre des monuments publics, etc., qui ont très fortement choqué la population et qui, je crois aussi, au sein de la gauche ou de la gauche libérale, ont quand même fait réaliser à certains qu'on avait là quelque chose qui allait beaucoup trop loin et qu'il y avait un véritable danger, que l'idéologie telle que promue par Bruxelles pouvait mener la Pologne à quelque chose que la plupart des électeurs de la gauche ne veulent pas au fond. Donc c'est peut-être un petit signe d'espoir que ça a quand même pu leur montrer le réel danger de ce qui pouvait arriver si la Pologne devait basculer vers l'autre côté de l'échiquier politique. C'est un pays où il y a une grande liberté d'expression et d'opinion qui est beaucoup plus respectée en fait qu'en Occident. Il n'y a pas de cordon sanitaire, y compris pour des partis qui seraient nettement plus à droite que le parti de Marine Le Pen, par exemple. Donc ça n'existe pas. Alors il y a bien une certaine gauche qui voudrait mettre en place ce genre de cordon sanitaire, mais c'est très minoritaire et c'est pas pris vraiment au sérieux. C'est assez normal en Pologne, dans la culture politique polonaise, d'exprimer des opinions qui peuvent être parfois radicales, totalement opposées, mais on discute, on se dispute. Le 16 février 2022, la dispute entre Varsovie et Bruxelles monte en intensité, avec le rejet par la Cour de justice de l'Union européenne des recours formés par la Hongrie et la Pologne contre le mécanisme de conditionnalité lié à l'état de droit. Tandis que les libéraux et la gauche se réjouissent de cette décision, les milieux conservateurs protestent et réfléchissent aux conséquences à en tirer quant à l'avenir de l'Union européenne. À l'évidence, la mise en place de ce mécanisme soulève nombre de questions juridiques, notamment celle de sa compatibilité avec les traités européens signés et ratifiés. Quoi qu'il en soit, il devient délicat de se prononcer sur la tournure qu'est susceptible de prendre ce conflit entre le gouvernement polonais et ses détracteurs occidentaux. L'avenir est-il à l'apaisement des passions, ou au contraire à une aggravation croissante et irréversible de ce conflit ? On peut craindre d'abord que la Pologne se soumette. On peut le craindre parce que l'année dernière, il ne faut pas oublier que le Premier ministre polonais, donc le gouvernement polonais, a accepté le mécanisme de conditionnalité, donc qui conditionne les fonds européens, le paiement des fonds européens à l'évaluation du respect de l'état de droit par la Commission européenne. Ça, ils pouvaient facilement le bloquer. Ensuite, ça devenait plus difficile une fois que ça a été adopté, mais les Polonais comme les Hongrois ont rapidement abandonné leur veto. Donc ça fait craindre qu'ils peuvent aussi se soumettre. Aujourd'hui, ils ont accepté de supprimer leur chambre disciplinaire à la Cour suprême. C'est une exigence de la Commission européenne qui est appuyée par la Cour de justice de l'Union européenne, alors que c'est quelque chose qui n'entre pas du tout dans les compétences de l'Union européenne. Et s'ils se soumettent, ça veut dire que, de fait, l'Union européenne aura gagné de nouvelles compétences, qui est de légiférer dans le domaine de l'organisation de la justice des États membres, ce qui n'est pas du tout dans les traités. Ça voudrait dire que on ne peut plus tellement être dans l'Union européenne et être encore un pays démocratique, puisque ce sont des institutions non démocratiques, qui n'ont pas été élues par nous, qui décident pour nous de choses essentielles, pour lesquelles le peuple n'a jamais abandonné sa souveraineté. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut craindre. Si la Pologne ne se soumet pas, on peut craindre que le conflit n'empire. Et dans ce cas-là, on ne sait pas où ça va s'arrêter, parce que pour le moment, la Commission européenne
bloque les fonds du plan de relance Next Generation EU. La Pologne refuse donc d'accepter les conditions de la Commission européenne qui n'ont rien à voir avec ce plan de relance, qui sont ces réformes de la justice. On parle en Pologne, certains proposent que la Pologne se retire du paquet climatique comme mesure de rétention et même qu'elle se retire de ce plan de relance, qu'elle retire ses garanties puisque c'est un plan de relance qui est financé par une dette commune contractée par les 27. Donc certains, notamment députés du PiS, et puis à droite du PiS, donc les nationalistes de la Confédération, exigent aujourd'hui que la Pologne retire ses garanties et se retire de ce plan de relance qui, selon eux, de toute façon ne sera pas bénéficiaire à la Pologne. La Pologne peut facilement se financer sur les marchés financiers puisqu'elle a un budget qui est en très bonne situation, une économie qui se porte bien. Et puis alors on ne sait pas quand ça va s'arrêter parce que la Cour de justice a imposé une astreinte journalière, la Pologne refuse de payer, la Commission peut retenir ses fonds, la Pologne peut retenir les mêmes fonds sur sa cotisation au budget et ainsi de suite. Donc on ne sait pas où ça peut s'arrêter. C'est aussi une possibilité de détérioration de la situation qu'on ne peut pas exclure. D'un point de vue purement pragmatique, l'Europe occidentale, ou disons le reste de l'Europe et la Pologne sont dépendantes les uns des autres. Ça c'est relativement clair. La Pologne est assez symbiotique par rapport à l'Allemagne, même aussi en partie par rapport à la France, c'est-à-dire que ces subsides dont on parle tellement, qui sont versés par l'Union européenne à la Pologne, ne disparaissent pas tout simplement quelque part dans des bienfaits pour la population, mais au contraire, sont utilisés à des fins qui, de nouveau, bénéficient en grande partie des caisses en Europe occidentale. Ces investissements aboutissent d'une manière ou d'une autre chez des actionnaires qui sont basés en Occident. Donc on peut dire pour chaque euro qui est versé ici, on a une grande partie qui revient en Occident. Donc couper les subsides est une arme à double tranchant, finalement. Et tout le monde ne le sait pas, évidemment. Et évidemment, tout ça est un jeu de poker où l'Union européenne mise sur le fait que la population polonaise sous-estime sa force politique, sous-estime l'implication de l'Occident ici en Pologne et risque de craquer d'abord, sans réaliser qu'à la longue, l'Union européenne ne sait pas réaliser ça sans se couper finalement dans sa propre chair. Donc ça c'est un premier point qui nous fait ou qui peut nous faire espérer que tôt ou tard on va devoir trouver un compromis entre les deux antagonistes. Alors il y a évidemment beaucoup d'images, beaucoup de possibilités, comment un tel compromis peut avoir l'air. Le gouvernement polonais pourrait très bien accélérer la réforme de la réforme telle qu'elle est d'ailleurs actuellement, déjà depuis quelques mois, en train d'être discutée. Donc il y a certainement moyen, notamment en ce qui concerne la Cour disciplinaire, qui a fait en grande partie un très bon travail en essayant de limiter la propagande politique de la part des juges et qui a essayé de les limiter vraiment au strict devoir de juges et de limiter leur interaction politique. Donc là, je crois qu'une grande partie du travail a été fait et que des réformes pourraient en effet s'imposer. Si l'Union européenne était, disons, volontaire de trouver un compromis, on pourrait dire, voilà, le travail a été fait des deux côtés, donc quelque part, maintenant, on revient à la case de départ et on cesse cette lutte. Mais c'est évidemment sans compter avec la radicalisation de l'opinion publique, surtout la radicalisation du Parlement européen, qui de plus en plus s'est lancé dans un genre de croisade, littéralement, contre la Pologne, contre la Hongrie, et qui veut, avec tous les moyens, finalement faire basculer les gouvernements ici. Même si cela implique faire des décisions ou prendre des décisions qui, d'un point de vue purement rationnel, sont contre-productives. Et donc, je n'exclus pas, malheureusement, une possibilité que cette lutte augmente de plus en plus et puisse mener, qui sait, comme ça a été le cas avec le Brexit aussi, à des solutions
que la plupart des gens pourraient regretter après coup, mais qui pourraient néanmoins se réaliser. Mais là, je crois que surtout la prochaine échéance, évidemment, les élections en Hongrie, en Pologne, pour voir à quelles mesures ces mesures actuelles font leur effet. Si c'est le cas, si le gouvernement bascule, là, évidemment, on va vers une normalisation des relations et la Pologne et la Hongrie vont devenir très, très clairement des États comme les autres et vont essayer d'implémenter toutes les mauvaises décisions, de mon point de vue, que l'Europe occidentale a réalisées ces dernières années, voire décennies. Si les gouvernements restent stable, si la majorité de l'électorat reste loyale par rapport au gouvernement actuel, là, c'est évidemment la grande inconnue. Est-ce qu'on aura une marche arrière de la part de l'Union européenne? Est-ce qu'on trouvera un compromis? Est-ce qu'on va vraiment vers des mesures plus dangereuses, plus radicales? Ça, c'est difficile à dire, d'autant plus que la situation politique actuelle face à la Russie, face à la Biélorussie aussi, ajoute maintenant encore un degré d'inconnu qui rend évidemment, surtout la Pologne, disons, plus importante pour le bloc occidental qu'elle ne l'a été peut-être il y a quelques mois, voire quelques années. Donc c'est hautement volatile finalement et nous verrons certainement très prochainement vers où ça tendra. Il y a une campagne coordonnée depuis quelques années qui tape dans le gouvernement, qui se sert des médias libéraux en Pologne, et aussi des médias libéraux occidentaux, et qui forge dans ce conflit politique une image négative de la Pologne, pas du PiS lui-même, mais de toute la Pologne. Et c'est quelque chose de très difficile à comprendre. Je comprends le conflit politique, je comprends que ces gens ont leur vision, je comprends qu'ils utilisent les moyens et les outils qu'on a pour mener un combat politique, et bonne chance à eux, bien sûr. Mais c'est pas pour autant que je comprends pourquoi ils choisissent d'endommager de manière potentiellement qui aura une longue durée l'image de la Pologne, qui est aujourd'hui perçue par énormément de gens comme un pays arriéré, fasciste, extrêmement catholique. Et c'est une image qui est entièrement fausse. Et le conflit avec Bruxelles aujourd'hui, Bruxelles est dominée en partie par des gens qui ont des opinions politiques diverses aux nôtres. Et ces gens-là aimeraient que la Pologne change, mais n'y arrivent pas parce que le peuple, qui est souverain, a choisi un parti politique qui s'oppose à ces changements et qui, pour l'instant, réussit à ralentir au moins un peu ces changements qui prennent place. Est-ce que le PiS va réussir à gagner ce combat culturel? Parce qu'au final, c'est un combat culturel auquel on fait face. C'est bien plus qu'un combat politique. La politique est fortement influencée par la culture. La culture aussi peut être fortement influencée par la politique. Et le PiS n'arrive pas à utiliser les outils politiques pour changer la culture en Pologne. Et donc, aux prochaines élections en 2023, on aura 1,4 million de jeunes qui n'ont jamais voté, qui auront l'opportunité de voter pour la première fois. Et cette nouvelle génération est entièrement différente aux gens qui ont voté aux élections auparavant. Et je pense qu'on va avoir le premier grand test et la première image plus pleine de ce qui se passe en Pologne aux élections prochaines. Et on verra si le PiS a réussi à ne pas perdre entièrement cette nouvelle génération.